Salut à tous, épisode 18 avec Astana, un épisode vraiment sous, je dirais, le signe des Flandriennes, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je prépare mon coup et que j'espère, voilà, taper fort et en tout cas avoir une confirmation de mon recrutement. Et puis il y aura aussi le Tour de Catalogne, vous verrez, il est assez sympa. Voilà, en deuxième partie, c'est parti. Pourquoi est-ce que je dis deux thèmes dans cet épisode? En fait, c'est parce que vous allez voir qu'en fait, ça va tourner autour de quand ton leader passe à côté, pour X raison, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te reconfigures? Alors là, c'était voilà, la séquence, tu sors les rames. Et puis, deuxième point, alors ça c'est quasiment philosophique, en tout cas sur PCM. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 4 bons ou très bons Flandriens ou un seul, type Vanderpool, voilà, un, plus peut-être un lieutenant quand même. Excellent. Ça, c'est le Wolfpack revisité par Astana. En tout cas, c'est notre tentative en cette année 2020 dans la partie. On est sur Pro Cycling Manager 2019 en mode extrême comme toujours. Sur le mode carrière, j'ai recruté Krag Andersen et Mads Pedersen précisément pour cette période de l'année. Ça commence, petit moment de vérité déjà, du côté du GPE3. Voilà, le GPE3, pour moi, une course très importante, puisque c'est là qu'on lance, je dirais, vraiment les hostilités. Et souvent, j'avais fait une vidéo, hein, je vous en ai déjà parlé, souvent, on retrouve des membres du top 10 autour des Flandres 9 jours plus tard. On retrouve des gens qui avaient performé sur le GPE3. En tout cas, ça c'est dans la réalité, bien sûr. Et donc, bon, dans le jeu, évidemment, moi je me prends au truc, hein, je suis à fond sur le GPE3, voilà, c'est important. On a une adversité réelle, parce que l'IA envoie de très bons coureurs sur le GPE3, heureusement. De toute façon, je vous rappelle que j'avais passé cette partie au filtre de PCMCE, ce logiciel assez sympathique qui permet d'améliorer certaines petites failles. Bon, pour le GPE3, il n'y en a pas trop besoin. Mais on a vu qu'après, sur Homeloop, la concurrence a été un petit peu meilleure, surtout sur Strade Bianche. Et bah oui, c'est pour renforcer un petit peu le comportement de l'IA au niveau de la présence. Il y a notamment plein d'options de ce type-là. Je vous en avais parlé dans un épisode, dans une vidéo spéciale. Ok, on est dans le final de ce GPE3. Et il semblerait que les deux meilleurs, en tout cas il y a encore 3 mecs qui sont dans le coup. Lutsenko a failli sortir du groupe de tête. Les deux qui sont le plus en forme sont probablement Krag Andersen ainsi que Magnus Cort Nielsen, puisque Lutsenko, c'est pas encore pile le bon moment pour Lutsenko. Il va lâcher dans pas longtemps, on va le sacrifier, hein. C'est pas grave. Lutsenko, j'ai plutôt coché le Tour des Flandres pour lui. Alors on verra en fin d'épisode si ça a fonctionné ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a là une échappée plutôt avec de jolis noms, hein. Échappée, notamment il y a quelques sprinters de renom. Hein. Bon, de vous à moi, je sais pas ce que certains sprinters foutent sur le GPE3, parce que c'est vraiment pas pour eux. Je pense à Hollowegen. Bon bref, c'est pas grave du tout. On est plutôt là sur une explication attendue entre Flandriens, entre spécialistes. Un GPE3 c'est plus pour les spécialistes, c'est pas vraiment pour un sprinter. Donc, il suffit de regarder le palmarès. On va essayer de miser sur quelques roues. En fait, on peut pas se permettre d'en choisir beaucoup, parce qu'on a que 2 mecs qui sont réellement concernés par ce final. Attention à Sagan avec Magnus Cort Nielsen dans la roue. En fait, j'ai choisi mes roues. Vous avez vu, j'avais mis Krag Andersen dans la roue de Greg Van Avermaet et Cort Nielsen dans la roue de Sagan, pour sa part. Bon, c'est pas la pire roue du monde. Par contre, ce qu'il faut, c'est juste être capable de la garder. Parce que vous pouvez mettre n'importe quel coureur dans la roue de Sagan. Déjà, certains, ils la prendront pas, la roue. Et puis d'autres, ils éclateront à la première accélération. C'est pas anodin que j'ai mis plutôt Cort Nielsen qui a la meilleure accélération des deux. D'ailleurs, on voit
que ça se fait la malle dans le final. La Sagan a placé une accélération dont il a le secret. Kurt Nielsen n'a pas bronché, il est resté calé dans la roue. Il y a une avance qui pourrait permettre d'envisager de se disputer la victoire à deux. On va pas s'en priver. On a donc bien sucé la roue de Peter Sagan, hein, il faut être honnête, hein, c'est la vérité. Et on va ainsi le déposer sur le GPE 3. Victoire de filou, victoire de coquin de Kurt Nielsen sur ce GPE 3. C'est pas vraiment les types de victoires dont on peut rêver. Hein, vous savez que j'aime bien plutôt essayer de la jouer au panache. Alors là, c'est zéro panache. Mais par contre, on la prend. Et dans l'optique de performer sur les Flandriennes, alors qu'on approche là, on va passer à Gant-Wevelgem bien sûr, dans l'optique de performer sur Flandrienne, fatalement, moi, si je chope une victoire au GPE 3 quelque part, peu importe la manière pour cette fois, et plutôt, voilà, jugeons les résultats plutôt que la manière sur cette phase là de Flandrienne 2020 avec Astana. En tout cas, c'est plutôt c'est ce qui m'anime. Hein. On est dans Gant-Wevelgem, vous savez, sur ce passage avec les monts, il y a le Kasselberg où on passe avant, arrière. Après, on va aussi un petit peu plus loin aborder 2 fois le Kemmelberg. Voilà, donc passage. Ouais, je suis bien content du petit comportement là, de mes Kazakhs. Alors, Grosdev, c'est pas une découverte. On sait que Grosdev est très précieux. Il avait été notamment au championnat du monde pour la victoire de Lutsenko l'année qui avait précédé. Mais le petit Bugalo et même celui qui remplace Ballerini, puisque Ballerini s'était pété sur le Tour du Var, je pense à Karpenko. En fait, Bugalo et Karpenko sont 2 coureurs issus de Astana U23. Et bon, moi je suis super satisfait de leur comportement. Je trouve qu'ils tiennent bien le choc, ils sont nickel. Dans le rôle d'équipier, ils sont juste nickel. On est pas trop mal. Alors Gant-Wevelgem, c'est toujours un casse-tête. Moi je l'ai pas souvent gagné hein, dans les parties. Gant-Wevelgem avec Paris-Roubaix, c'est probablement une des 2 la crevaison de Kurt Nielsen. C'est pas bon ça. C'est pas bon. D'un autre côté, il peut comme ça intégrer le groupe qui est en poursuite de nos costauds qui ont essayé de durcir dans le Kemmelberg, dernier passage, et donc, écoutez, s'il se fait ramener, on va pas trop insister devant, et puis s'il se fait pas ramener, ça veut dire qu'on se joue la victoire devant, donc bon, quelque part tout bénef. Il y a Bugalo qui a décidé d'emmener Lutsenko, et au terme d'un joli effort pour Bugalo, honnêtement, voilà, c'est Lutsenko qui tente, mais vous savez, je me fais aucune illusion, hein. Je sais très bien qu'il va se faire reprendre, hein. On connaît l'histoire, hein. On connaît l'histoire, vous avez des équipiers qui vont comme ça se dépouiller, qui vont donner tout ce qu'ils ont pour ramener, voire même souvent les autres leaders d'ailleurs, des autres équipes. Donc, bon, Lutsenko était dans la roue de Bugalo, mais après je l'ai pas non plus fait partir en croyant aller gagner Gant-Wevelgem au terme de 50 bornes d'échappée. Hein. Allez, c'est plutôt maintenant que ça va se jouer, parce qu'en fait on a plusieurs cartes à jouer, et ça c'est pas mal, pour faire écho à ma petite intro là où je vous disais est-ce qu'il vaut mieux en avoir 4 qui sont bons, ou un qui est excellent. En l'occurrence, Pedersen, il a pris la route de Lampart, et c'est parti avec Van Baarle et Sepp Van Marke. Alors on voit que derrière ça roule, ouais, mais sauf que sur Gant-Wevelgem, il y a toujours un moment où, on est déjà à 10 bornes de l'arrivée, hein, c'est pas si loin que ça. Il y a toujours un moment où derrière, ça se calme et ça arrête de rouler, et où finalement, si vous êtes dans l'échappée qui a souvent très peu d'avance, si vous êtes dans l'échappée, bingo, hein, ça peut faire mouche. Du coup là en l'occurrence, il y a un gros retour là j'ai mis Lutsenko dans la roue de Wout van Aert, j'avais mis Craig Andersen dans la roue de Greg Van Avermaet, et puis là il faut faire juste un petit peu gaffe parce que j'étais sorti de la roue de Lampart, j'avais plutôt privilégié celle de Sepp Van Marke qui a l'air d'avoir un petit peu de mal. Vous voyez, c'est la cadence de pédalage, 5 km de l'arrivée, c'est peut-être le moment, voilà. Non, pas du tout d'accélérer pour essayer de déposer tout le monde, j'ai peur de me faire contrer.
Non, 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 là ça joue perdant derrière. Donc c'est plutôt le moment de garder la roue de Yves Lampart, parce que je crois que Yves Lampart peut être plus costaud sur ce final que Dylan Van Baarle. Donc roue de Lampart à fond avec Pedersen, qui va plus vite au sprint. Donc là, à ce stade-là, ce serait une faute de ma part que de ne pas déboîter au bon moment. On va attendre, hein. On va attendre. J'attends quand même, voilà, entre guillemets, les derniers 400 mètres environ pour déposer Lampart, qui était un petit peu à court de force. Il avait beaucoup donné. Victoire, là, je dirais un peu plus chanceuse de Pedersen. Celle de Kort Nielsen précédemment sur le GPE3 avait été une victoire de filou. Celle de Pedersen est une victoire. Allez, elle est un peu plus stratégique quand même, mince quoi. Parce que c'est pas non plus par hasard que le mec se retrouve là. On avait coché 4 roues et une des 4 s'est retrouvée à l'avant. Puis sinon, de toute façon, j'aurais roulé comme un malade et j'aurais probablement réussi à revenir pour le sprint de Kort Nielsen. Donc, l'un dans l'autre, ça pouvait se faire sans souci. Et des soucis, bah, ça arrive avec Catalogne. Vous allez voir que Catalogne commence de la même manière qu'un mot en français qui va vite s'avérer être la réalité de notre tour. Donc, profil 2015, on doit un top 5 au sponsor, hein. Attention, hein. En cette étape 1, je voudrais m'imposer au sprint, parce que j'ai emmené le petit Moschetti, qui est une de mes petites recrues italiennes de l'intersaison, voilà, de l'août ou du mois d'août précédent. Vous savez, si vous avez regardé la série, avec Dainese, etc., avec comme ça des petits gars, Nicolas Conchi, etc. On a donc, voilà, pour ambition de faire tenir le coup à Moschetti, puisque c'est quand même assez vallonné, hein, pas non plus abusé, hein, c'est pas tout plat, c'est pas destiné aux sprinters. Alors évidemment, il va y avoir comme ça pas mal de chutes. Ici, c'est Nicolas Conchi qui entame, mais attention, hein, parce que mine de rien, Alaphilippe et Dumoulin se sont fait prendre dans cette chute, hein. Alors évidemment, il y a l'équipe de... Voilà, il y a Sunweb pour Dumoulin qui aura bossé. Il n'y avait pas que qui était impliqué pour la poursuite, donc ça va rentrer, pas de problème. Mais c'est déjà un premier avertissement. Vous allez voir que c'est loin d'être fini les chutes sur ce Tour de Catalogne. Bon, donc Fuglsang est toujours en rodage. Hein, Fuglsang avait été faire 4ème de Tirreno à l'épisode précédent. Il avait gagné les Strade Bianche, qui est une petite victoire de prestige dans l'épisode encore d'avant, le 16. Et puis là, il se retrouve en Catalogne avec pas d'ambition particulière. Par contre, c'est sûr que quand même top 5, ça doit être gérable normalement, hein. Donc c'est à peu près ça le truc. Il faut faire top 5 et comme ça on est peinard. Vous avez vu, victoire de Moschetti, ça va, ça a marché. Le plateau de sprinter n'est pas très fort, faut quand même le dire. Y a pas les meilleurs du monde, c'est normal, c'est une période de la saison, c'est comme ça sur Pro Cycling Manager. Et puis même d'ailleurs dans la réalité, vous n'avez pas toujours un plateau de sprinter dément sur le Tour de Catalogne. Donc bah écoutez, nous on est là, et ben on l'a gagné, point. Donc ensuite, étape 2. Alors attention, parce que vous avez vu, il y a vraiment du faux plat montant, voire même du mini vallon avec plus de pourcentage d'ascension que de descente dans les 30 derniers bornes, quoi, dans les 25-30 derniers kilomètres de cette étape 2. Donc, je ne pense pas spécialement à Moschetti au moment où patatras, Fuglsang est tombé. Alors, on va me dire, on peut essayer de rentrer. Alors, j'ai tout de suite envoyé tout le monde, à l'exception de Bilbao et de Moschetti, puisque pour Moschetti, bah, il y a peut-être une victoire d'étape quand même, et Bilbao, bah, c'est mon recours au général au cas où, quoi. Donc, on a fait descendre les équipiers, voilà, pour essayer de rouler à toute blinde. Oui, mais voilà, on est à la fin de cette étape. Devant, l'échappée n'a toujours pas été reprise.
Et ça roule, ça roule, ça roule. Écoutez, c'est la folie la manière dont ça roule, à tel point que j'ai dû même encore sacrifier Omar Fraile, qui après évidemment a lâché le truc, pour qu'ensuite Fullsang essaye sur cette partie grimpante finale de refaire son retard, d'essayer de réintégrer le peloton. On n'en serait pas si loin, et en même temps si près, si loin. Hein. C'est voilà, ça va pas basculer comme il faut, et du coup, je me résous à l'évidence. Ok, on va se relever. Donc la mort dans l'âme, je me relève et j'ai compris que pour le général sur Catalogne, Fullsang, c'est terminé. Et du coup, on va demander à Bilbao de aller légèrement lancer Mosquette pour essayer d'aller en chercher une deuxième. Alors, c'est marrant parce que cette étape, elle est contrastée. Il y a cette chute de Fullsang qui est juste dramatique pour nos intérêts. Hein, il va se prendre 3 ou 4 minutes, je sais plus, enfin un drame total. Donc chute qui nous fout en l'air pour le général. Et parallèlement, il y a cette incroyable résistance de Moschetti sur le final de l'étape 2 qui lui permet d'aller chercher déjà une deuxième victoire d'étape. Donc bon, il va falloir se recentrer au général sur Bilbao, hein, parce qu'après tout, Peyo Bilbao, vous voyez, hein, il est sous pique. Hein. En fait, c'était pas vraiment innocent de ma part. Hein. J'avais rien dit à l'avance parce que je veux pas toujours spoiler les choses. Mais vous vous souvenez, je vous avais dit, j'avais envie de répartir un petit peu les choses en fait avec Astana en cette saison 2020. J'avais pas envie de faire du cannibalisme, hein, comme je peux vous présenter dans une autre série. Je voulais, vous avez vu, Ciccone avait été quand même favorisé sur Down Under. On avait eu ensuite Paris-Nice où écoutez, c'était au final Lopez et parce qu'il était en fin de pique, Lopez, plutôt Enric Mas qui, sur quelque part, un choix de ma part, hein, l'emporte. Sur Tirreno, par contre, j'avais pas de préférence entre Fullsang et Lutsenko, mais au final ça a basculé pour Lutsenko parce qu'il est un meilleur rouleur. Donc fatalement, c'était lui qui avait le plus de chances de résister à Geraint Thomas, voir épisode précédent sur notamment le contre-la-montre finale. Bon, ok. Et en ce Tour de Catalogne, vu que le Pays Basque, le Tour du Pays Basque est quelque chose qui sera, allez, j'ai pas envie de dire promis, victoire de Romain Bardet, promis à Fullsang, serait prétentieux de dire ça, mais en tout cas, tout a été calculé pour que Fullsang soit sous pic au bon moment au Pays Basque et qu'il conserve son pic jusqu'à Liège. Voilà tout ce que je peux dire. Donc c'est vrai qu'à partir de là, Fullsang qui ne va pas chercher le général en Catalogne, ouais, c'est pas non plus la fin du monde. Et puis par contre, moi j'avais prévu le coup à l'avance, puisque je me disais, tu envoies une équipe qui est quand même un petit peu modeste là en Catalogne, hein, autour de Fullsang. Donc mets Bilbao et décale le pic de Bilbao. Bilbao, sa suite de saison à lui, c'est pas le Giro, il va pas sur le Giro Bilbao. Hein. Bilbao il va sur le Tour de France. Donc à partir de là, je pouvais lui décaler le pic en Catalogne sans que la saison soit impactée. Bilbao, souvenons-nous, très très précieux dans l'étape du Galibier 1, la saison précédente, qui avait permis cette étape-là à Fullsang de taper un énorme coup sur le Tour de France qu'il avait remporté. Donc quelque part, Bilbao Fullsang, ça fonctionne. Là, dans cette étape-là, cette étape 4, hein, qui est vraiment un juge de paix, hein, pour le coup, c'est l'étape reine de ce Tour de Catalogne, j'ai évidemment envoyé Fullsang en échappée. Profitant de son retard au général, je me suis dit, il sera idéal qu'à un moment donné, Fullsang puisse servir peut-être de point d'appui à Bilbao, et puis si ça ne roule pas suffisamment derrière, Fullsang peut aussi, on sait jamais, reprendre du temps, se repositionner au général, donc avoir l'adaptation de l'IA par rapport à l'attitude de Fullsang. Il est évident qu'on va faire les GPM, hein, après tout, on est à l'avant, les points sont assez faciles à aller chercher,
On va donc faire les points du classement de grimpeur, au cas où. Au cas où. Dur, cette ascension, mine de rien, cette étape est super difficile. Super difficile. Fraile à lâcher. Je me vois un petit peu dans l'obligation, avec l'écart en plus qui s'était vachement réduit, obligation de rabattre Fuglsang en soutien de Bilbao. Donc c'est ce qui se produit là, voilà, Fuglsang qui va protéger son protecteur habituel sur le Tour de France dès lors qu'on est en haute montagne, Bilbao. Voilà, et on voit que les hostilités commencent à être lancées par Dumoulin, le surprenant Ben Hermans. On a Egan Bernal, c'est pas du tout surprenant. Romain Bardet, on l'avait vu, avait arraché l'étape 3 précédemment. Il y a Thibaut Pinot. On a vraiment du monde. Hein. C'est un joli plateau sur ce Tour de Catalogne. Donc à partir de là, on est vigilant. Bon, je vous avoue que Ben Hermans, j'ai pas trop peur de ne jamais le revoir. Hein. Je sais que je vais le reprendre. Par contre, ce qui me surprend, c'est de voir que Dumoulin, Pinot, Bardet ne passent pas devant. Vous voyez là, enfin, ils ne passent pas devant, voire même ils expriment une certaine lassitude à ce moment-là. Du coup, je me dis, moment d'y aller. C'est le moment d'y aller avec Bilbao. Peyo Bilbao peut peut-être marquer de son empreinte cette étape 4 du Tour de Catalogne, et même peut-être le Tour de Catalogne en général. Même Bernal n'arrive pas à reprendre Bilbao, qui, il faut dire, est dans une jolie forme ce jour-là. Richie Porte, par contre, oppose une jolie résistance. Victoire de Peyo Bilbao. Énorme victoire pour Peyo Bilbao. Egan Bernal, Richie Porte sont pour compléter le podium. Fuglsang, voilà, termine assez tranquillement. De toute façon, le général, ce n'est plus pour lui. Et Bilbao prend le maillot sur cette étape 4. C'est énorme. Si on m'avait dit que j'allais prendre le maillot avec Bilbao le soir de l'étape 4, j'aurais dit non, pas vrai. Pas vrai, bah si. Donc, on a après, en plus, on sait que Tour de Catalogne, ça dure pas longtemps. Hein. Y a pas des masses de montagnes derrière tout ça. On est sur le profil 2015, donc un profil, je dirais, un peu moins montagneux que ce qu'on a pu connaître parfois, ne serait-ce qu'en 2019 par exemple. Donc, bah écoutez, on va pas se gêner, on va rouler avec Mosquet bien caché, avec Fuglsang qui s'abrite derrière Bilbao. Voilà, on fait pas d'efforts superflus parce qu'il y a toujours la vigilance d'une fin d'étape comme celle-là, vigilance de mise. Donc c'est parti, allez, travail. Là encore, je vous mentionnais mes jeunes là sur Flandrienne, dont je suis content. Mais mes petits gars là, mes petits équipiers là sur ce Tour de Catalogne, j'en suis hyper content. Les petits gars à 70, 72, tout ça, général. En fait, c'est génial. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des équipes pétées avec 15 coureurs à plus de 75 d'overall. Il suffit d'avoir quelques équipiers comme ça dans les 70-72 et puis on peut déjà se régaler pour entourer les leaders. On fait l'effort en cette fin d'étape 5. On fait l'effort pour essayer de ramener Mosquet, pour lequel l'appétit vient en mangeant. Il a gagné 2 étapes déjà, et celle-ci, je ne vois pas pourquoi on pourrait s'interdire de penser que la victoire est prenable. Donc on va déboîter en espérant qu'on ne sera pas dépassé. Ça va très bien. Victoire de Moschetti sur un profil qui aurait pu franchement sourire à un puncher. Mais bon, il n'y avait pas de puncher visiblement en capacité de le faire. Je suis étonné d'un truc, c'est le moment d'en parler là dans cette saison. Je suis étonné du début de saison calamiteux de Julien Alaphilippe. Alors j'espère qu'en disant ça, je vais provoquer l'inverse. Vous savez, souvent quand on parle un peu trop vite des choses, on est démenti assez rapidement. Alors bon, j'espère l'être à l'épisode 19, où je vous proposerai le tour du Pays Basque. J'espère qu'on verra du gros Julien Alaphilippe, mais jusque-là, il fait une saison moisie. Avec... Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Chute de Bilbao, c'est pas possible.
C'est pas possible. Quand je vous disais qu'il y a des rebondissements dans tous les sens, on est heureusement un petit peu loin de l'arrivée. Il y a peut-être moyen d'organiser un petit CLM par équipe, improvisé. Allez, faut rouler à blinde. Hein. Là, on ne réfléchit pas. Tout le monde roule. Et il n'y a que Bilbao qui a le droit de ne pas rouler. Donc voilà, il n'y avait pas de CLM par équipe. Du coup, maintenant, il y en a un. Allez, on roule. Il faut reprendre cette arrière de peloton. Ça va. C'est sécurisé. Ouf. Maintenant, autre chose. L'échappée, il se trouve, sur cette étape 6, avait pris une avance considérable. Je vous l'avais pas encore mentionné. À tel point qu'à un moment donné, virtuellement, le maillot jaune était perdu. Le maillot de leader, en tout cas, était perdu. Donc, après avoir fait revenir Bilbao, maintenant, on roule pour réduire cet écart avec l'échappée. Alors évidemment, la victoire d'étape, on n'y pense même pas. Parce qu'en fait, il y a trop d'écart. Hein. Il y a eu rapidement 14 ou 15 minutes. J'ai pas bien fait gaffe. Je me disais, les mecs devant, à la limite, ils vont chercher leur étape, je m'en fiche. Ouais, mais en fait, il y avait le général. Donc, bon, quoi qu'il en soit, ça va jouer entre 3. On va dire les 3 plus forts de cette échappée qui ont réussi à devancer leurs anciens compagnons d'échappée. Et ensuite, ça va assurer le coup au sprint peloton. Donc, conservation du maillot de leader à la veille de l'étape 7 pour Bilbao. Bilbao pour lequel ça sent très très bon, faut quand même le dire. Et ça vous aura pas échappé que j'ai aussi fait les points grimpeurs, donc avec Fuglsang qui se retrouve avec une jolie avance au classement voilà, hein, grimpeur. Mais par contre, ce qui est inouï, c'est qu'on m'empêche de sortir avec Fuglsang. En gros, Fuglsang, je vais me faire barrer la possibilité de partir en échappée avec Fuglsang au moins 6 ou 7 fois en ce début d'étape 7 du Tour de Catalogne. Du coup, je vais finir par abdiquer. Il y a des mecs qui roulent sans raison sur nous. Et Lotto Soudal, là, je sais même pas ce qu'ils veulent, quoi. Donc, Lotto Soudal qui roule sur nous. J'ai dû me résoudre à l'évidence. Aussi, Fuglsang, il est doté d'un -2. Et c'est vrai que le -2 pour Fuglsang, ça limite pas mal. Hein. Ça limite pas mal. Fuglsang peut être un coureur extraordinaire sur Pro Cycling Manager, là, mais il peut aussi être très quelconque dès lors qu'il n'est pas en bonne forme. Et puis c'est un petit peu ce qui va nous arriver. Parce que je vais tenter tout ce que je pourrai pour essayer de reprendre les échappées. Vous avez vu, il y a un petit écart au classement avec Esteban Chavez. Chavez qui engrange le bougre. Il se rapproche tout doucettement de Fuglsang au classement des grimpeurs. J'ai beau rouler, j'arrive pas à refaire le retard, j'arrive pas à reprendre les échappées. Faut dire, il y a personne qui nous aide, hein, mais en même temps, ils sont pas obligés de nous aider. Hein. Donc, Fuglsang va s'y coller avec, l'espoir de peut-être boucher, parce qu'il y a bientôt un dernier grimpeur qui sera juste décisif. Tout simplement décisif. Puisque voilà, on escalade, il y a cette boucle hein, qui comprend l'ascension vers la colline de Montjuic. Pardon pour la prononciation, ami hispanophone. Ça va être geste. Je vais avoir donc fait tout ce que je pouvais, incapacité de reprendre cette échappée dont Chavez sort pour aller glaner les quelques petits points qui vont lui permettre de nous sucrer le maillot de grimpeur. Bon, c'est anecdotique, on est d'accord, c'est anecdotique. Mais bon voilà, j'ai voulu me battre et ça a pas fonctionné, comme quoi on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Victoire finale, et c'est ce qu'il faudra retenir sur ce Tour de Catalogne, victoire finale pour Pello Bilbao, leader au pied levé après cette chute terrible de Fuglsang. On n'aura pas été globalement épargné par les chutes. Et autre point à retenir, c'est évidemment les victoires d'étape de Moschetti. Moschetti qui aura donc été recherché 3, plus le maillot du classement par points. C'est logique, en tout cas c'est pas illogique.
Et donc, Tour de Catalogne, super bien réussi pour nous. Hein. On va donc se focaliser maintenant sur la préparation du Tour des Flandres, qui est dans quelques jours, une semaine un peu. Lutsenko, je l'avais prévu tangent. C'est-à-dire, je voulais mon pic le matin du Tour des Flandres. Du coup, je vais le retirer du Dwars de Vlaanderen, puisque sinon, il aurait un tout petit peu trop de points de préparation. Or là, je vais avoir le pic le matin. C'est exactement ce qui a été calculé. Je vous avais expliqué ça assez longuement aux épisodes, je sais plus, 15 ou 16 là, où j'exposais un peu ma stratégie pour l'année, puisque je veux vraiment... Parce qu'en fait, il y a un truc super dans le jeu. Hein. Si vous vous arrangez pour que ça déclenche le matin du Tour des Flandres, en mode carrière, le pic de forme qui se déclenche le matin du round, ça veut dire que vous l'avez jusqu'à Liège. En tout cas, avec plus de 70% de chance de l'avoir jusqu'à Liège. Donc, ça vaut quand même le coup d'essayer. Et puis, c'est donc moi le pari hein, que j'ai fait en cette saison 2020. On est donc sur une course de moindre importance. Hein. Il y avait eu quoi? Il y avait eu... Ouais, en début de saison, Moschetti avait fait une place, je crois, sur la Cadel Evans Classic. On est sur les World Tour Classics classe B. Donc il y avait eu la Cadel Evans. On s'était fait damer le pion, mais avec un Moschetti valeureux. Hein. Donc voilà, d'ailleurs, comme là, tiens, c'est marrant. Moschetti, franchement, énorme satisfaction. Le mec se bat, c'est un soldat, c'est un guerrier. Donc Moschetti, voilà, battu sur Cadel Evans. Il y avait eu ensuite Omloop, sur lequel je crois que Magnus Cort Nielsen nous avait rapporté la victoire. Et après, les fameuses Strade Bianche que j'évoquais. 3 jours de Bruges-la-Panne en fin d'épisode précédent. Cette fois-ci aussi, on s'est fait damer le pion. 2ème place pour Cort Nielsen. Mais encore, ça va. Tant qu'on est présent, moi, ça me va. Et puis là, voilà. C'est une nouvelle édition des classes B World Tour Classics. Avec, cette fois-ci, un homme que j'ai voulu un petit peu promouvoir. C'est Søren Kragh Andersen. Puisque, oui, on a eu une victoire de Cort Nielsen. On a eu une victoire de Mats Pedersen. C'est donc quand même sympa de l'offrir celle-là à Kragh Andersen. Donc, à travers la Flandre, remportée par Kragh Andersen. C'est bien en fait parce que nos deux recrues ont pris leur course cette année. Kragh Andersen qui gagne là et Pedersen qui gagne sur Gand-Wevelgem. Déjà, le boulot il est fait. Et donc on aborde Tour des Flandres sans la moindre pression et avec l'objectif 4 sur 4, hein, qui serait rigolo, arriver à faire 4 sur 4 sur ces 4 Flandriennes de cet épisode. Et donc c'est évidemment Lutsenko qui serait pressenti pour être l'homme du 4e succès, si en tout cas on y parvient. Donc on va donc, voilà, vous voyez, je mets toujours en place mes petites protections au départ. Là, c'est un passage, premier passage qu'on a entreaperçu au vieux Guarmont, mais absolument pas significatif. On visite ensuite quelques endroits un peu mythiques, hein, notamment le mur, hein, le fameux mur, voilà, de Grammont. Ensuite, on continue, ça se rapproche. Je pense que dans PCM 2019, il y a une petite différence par rapport à PCM 2018 pour le Tour des Flandres, à parcours égal. Hein. À parcours égal, les hostilités sur PCM 2019 ne sont vraiment lancées qu'à partir de l'enchaînement que je vous mentionne là, Kreuzberg, Vieux Guarmont et Paderberg. L'enchaînement final, pour moi c'est dans le tour final que ça se passe, alors que sur PCM 2018, je trouvais que l'avant-dernier passage au Vieux Guarmont pouvait déjà faire un vrai tri, voire même être un tri dans l'absolu pour la fin de Tour des Flandres. Donc petit changement, je trouve. Donc je veille à rester, on va dire,
le moins mal possible, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. Le moins mal possible à ce stade-là de la course. On n'est pas trop mal situé. On a 4 types sur une grosse vingtaine de coureurs. Donc à partir de là, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Bon, après, il y en a qui commencent à plus en pouvoir, mais c'est pas grave, on joue pour Lutsenko, hein. Donc pas de problème. Derrière, on voit des gens qui sont battus. Oui, bah de toute façon, c'est tellement difficile ce Tour des Flandres que y a même pas moyen, quoi. Le truc est juste irrespirable. Là, on voit par exemple un moment qui va être assez important, puisque sur l'attaque d'Oliver Nassen, j'étais un poil négligent. C'est-à-dire que j'ai pas vérifié que Lutsenko suivait Magnus Cort Nielsen. Du coup, il a dû se taper un sprint là pour revenir dans la route Cort Nielsen. Et ça, qu'est-ce que ça fait mal, Mais aussi, c'est toujours le problème des secteurs pavés. Vous vous retrouvez avec certains qui ont du mal à frotter. Donc moi, j'accepte, hein, j'accepte totalement, hein. Si on m'explique que Lutsenko, n'étant pas un pur spécialiste, a beaucoup plus de mal à frotter dans certaines circonstances que d'autres, bah je l'entends, hein, honnêtement. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et du coup, si je perds à cause de ça, et ben voilà, ça fera partie. Ça fera partie du truc. Alors, on va essayer quand même de bien se comporter sur ce dernier passage. Oh, vieux Kouarmo à l'accélération. Elle me tue, cette accélération. Accélération de Sagan avec Jesper Stuyven et Wout van Aert dans la roue. Décisive celle-là. On n'a pas pu faire mieux que s'accrocher à un groupe Nassen, Van Avermaet. Mais c'est déjà pas mal, hein, me direz-vous. Hein. J'ai plus grand-chose, hein. Je peux pas les reprendre devant. C'est horrible. Je ne peux pas reprendre Sagan, Wout van Aert et Stuyven. Ah là 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 là, voilà. Donc, on vient de terminer l'ascension du Paterberg et on a tout compris. On a tout compris. La victoire, elle va se jouer devant, entre ces trois hommes-là. Et nous, eh ben, on va se battre avec Oliver Nassen pour essayer d'aller chercher une hypothétique 4e place. Je vais essayer de faire une petite différence. Oui, je vous avoue, c'est mesquin, mais 4e plutôt que 5e, moi, ça me va, parce que je trouve que c'est quand même pas déshonorant pour Lutsenko de faire 4e du Tour des Flandres. Et quelque part, voilà, je doute qu'il le fasse un jour dans la réalité, même si ce serait assez sympa. Donc vous voyez, Stuyven est battu. Devant, ça va jouer entre Sagan et Wout van Aert. Et que fait Wout van Aert? Pourquoi tu offres un relais à Sagan à ce stade-là de la course? Qu'est-ce que c'est mal joué de la part de l'IA pour le compte de Wout van Aert? Du coup, ce dernier se fait mais totalement pulvérisé sur l'arrivée avec Sagan. Il fallait garder la route Sagan. Van Aert ne va pas lentement. Il avait une chance de gagner en fait. S'il gardait la route Sagan le plus longtemps possible, surtout que Stuyven ne pouvait pas revenir derrière, il n'y avait aucune utilité à prendre un relais. Bon, vous voyez, hein, toujours des choses à redire. Lutsenko, 4e, très bien. On n'a donc pas gagné. On n'a pas gagné, mais honnêtement, moi je suis content. Hein. 4e, c'est pas mal du tout. On n'est pas obligé non plus. On est habitué au caviar un peu hein, dans les séries là. L'impression un peu qu'on peut tout gagner. Bah tiens, retour sur terre, hein. On se calme un peu. Et non, bah Tour des Flandres, ce sera pas pour cette année. Avec Astana. En tout cas, donc à suivre. Un épisode 19 prochainement. Quand j'aurai le temps, donc en fait. Et dans lequel on continuera notre saison avec évidemment Paris-Roubaix, mais aussi Pays Basque. Bref, des choses très sympas. Je vous dis à bientôt. Joyeux Noël à tous. Bye bye.